Oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, un rêve. Lecture Xavier de Guillebon. Musique Charlie Nelson. Parc Georges Brassens, Paris 15e. Isabelle travaille toute la journée. Elle rentrera tard. J'y peux rien s'il ne te répond pas. Elle est sur un chantier qu'elle doit terminer lundi. Elle bosse depuis ce matin avec juste un ouvrier. Et le petit a fait un caprice pour qu'elle l'emmène, ce qui ne l'arrange pas du tout. Tu imagines. Mais elle est finie la cérémonie là? Vous êtes où? France, pourquoi tu es toujours en colère? France, calme-toi. Tu me l'as déjà dit, mais tu connais ta sœur. Quand c'est non, c'est non. Elle ne le supportait pas. Elle lui en veut pour mamie Thérèse, et je n'allais pas venir sans elle. Elle tient le coup, la grand-mère? On passera la voir bientôt avec Isabelle et les enfants. Attends, Amandine a besoin de moi, il y a un souci. Je te laisse. Embrasse Jacques pour moi. À bientôt. Courage. Affirmatif, je t'embrasse. Michel coupa la communication et reposa le téléphone à côté de lui. Il n'y avait aucun souci avec Amandine. Avec sa petite copine Bérénice, assise jusque-là sur le banc voisin et sagement occupée à se raconter leurs histoires de petites filles, elle s'était levée pour se diriger en courant vers les 2 statues de taureaux qui encadraient l'accès au parc Brassens. Elles tentaient maintenant, chacune à leur tour, de les photographier avec le petit appareil d'Amandine. Le contraste était saisissant entre les 2 frêles roseaux blonds, courants et trépignants, et les bronzes impavides, tout de force et de muscles. Le temps vibrionnant et le temps arrêté. Ces petits péonesses sans banderie attendrissaient Michel. Michel n'avait jamais assisté à une corrida et redoutait le spectacle de la mort. Mais il aimait la figure tragique du couple taureau-torero, par pure construction intellectuelle. Il idéalisait l'image de l'homme simple, quasi nu, mais vêtu d'une pelure clinquante, entouré de servants anonymes, jouant sa vie face aux minotaures blessés, entre ombre, soleil et poussière. Ils s'étaient complu à lire des articles sur Manolete, sur Nimenio II, encore nés l'un et l'autre à 40 ans de distance. De leurs rêves, ils avaient tenté de faire des chefs-d'œuvre. Ils en étaient morts, mais l'un comme l'autre avait sa statue. Ici, c'étaient les taureaux qui fascinaient les innocentes gamines, leur puissance figée et en mouvement, leurs yeux aveugles. Plus tard, elles connaîtraient les jeux du cirque et ne riraient plus. Bérénice passait la journée avec Amandine et Michel était ravi d'avoir à prendre soin des 2 gamines. Il avait toujours rêvé d'avoir 2 garçons et 2 filles, mais Isabelle avait décidé d'arrêter de perpétuer la lignée des 2 Largillière Rosavin après la naissance de Sébastien. 3, ça va comme ça, c'est pas toi qui l'as fait. Oui, bon, tu m'as comprise. Michel était arrangeant. Il avait admis le point de vue de sa femme et s'en était accommodé, ravalant son désir d'enfant. Il en avait un peu honte et ne l'aurait avoué à personne. Mais la compagnie des enfants lui faisait supporter le commerce des adultes. Avec ses fils ou sa fille, il pouvait dire des bêtises, grimacer, faire le clown, sauf dans la rue, où là, les enfants ne supportaient pas le moindre écart à la normalité commune. Michel pouvait porter Sébastien des heures durant sur ses épaules, s'amusant à joindre les talons du petit devant son nez, puis à écarter jusqu'aux oreilles ses jambes potelées. « Ces petites jambes, si je pouvais, je les mangerais !» Tous les soirs de la semaine, il pouvait réexpliquer à Justin la division à 2 chiffres avant de raconter une énième fois à Amandine les aventures du lys sillonnant 1000 mers. Sans se lasser. Mais choisir entre fin du monde et fin du mois, définir l'idéologie de Macron, comparer doctement Bordeaux et Beaujolais, argumenter avec sa belle-sœur sur l'absence d'Isabelle à l'enterrement de l'oncle, tout ça le fatiguait assez vite.
Michel de l'Archilière était un contemplatif qui aurait aimé accorder la dure réalité aux pensées sensibles. Après son départ de l'armée, où il avait souffert d'avoir à obéir à des règles trop strictes, il était devenu rétif aux devoirs de sérieux, de respectabilité et de responsabilité. Redevenu civil, et surtout depuis son mariage avec Isabelle, il cherchait toujours le juste équilibre entre contingence et nécessité. Il n'entendait pas déroger à son statut de mari et de père, mais tentait de le faire cohabiter avec des désirs lancinants d'évasion et de rencontre. Pour lui, rien n'était figé, ni les normes, ni les idées. Le monde se devait d'être plastique, modulable aux rêves et aux désirs. Enfance, naïveté et espoir. Entre hier, aujourd'hui et demain, les différences étaient ténues, sans rupture. La houle bat comme un cœur inépuisable. L'eau monte, descend, flux et reflux. Grève, vagues et océans sont intimement liés, comme passé, présent et futur. Michel était convaincu que l'adulte reste toujours l'enfant qu'il a été, et que l'enfant, dans ses rêves comme dans son corps, sait ce qu'il deviendra. Il se transforme et ne perd rien. D'après ce qu'avait raconté Amandine, les parents de Bérénice étaient en train de se séparer. Le papa semblait coléreux, sinon plus, et les soirées n'étaient pas toujours drôles à la maison. Passer du temps avec Amandine était pour elle une heureuse échappatoire. Quasiment un soir sur deux, depuis le début des vacances, la copine dormait sur un futon à côté du lit d'Amandine, et Isabelle devait répéter souvent, après avoir toqué à la porte de la chambre, « Les filles, on dort maintenant !» Les rires n'en cessaient pas pour autant. Les venues régulières de Bérénice avaient peu à peu fait naître chez Michel une idée déraisonnable, mais qu'il méditait malgré tout. S'il n'avait tenu qu'à lui, il aurait proposé aux parents de Bérénice, sinon de l'adopter, du moins de la prendre à demeure le temps qu'ils règlent leur divorce. Se séparer, à l'amiable ou pas, ça peut prendre du temps, et les éclats de voix blessent les enfants. Avec son idée, c'était win-win, gagnant-gagnant pour tout le monde. Les parents pourraient se disputer sans la crainte de traumatiser leur enfant, les filles s'entendaient comme larrons, elles intégreraient le même CE1 à la rentrée de septembre. Justin et Sébastien ne semblaient pas gênés de la présence régulière de Bérénice, et Isabelle n'aurait subi aucun des désagréments dus à la gestation d'une nouvelle progéniture. L'idée était géniale. Rêver. Le rêve. Un mode de vie, peut-être même une éthique pour Michel. Vivre sa vie comme une aventure, un film dont il serait le héros charismatique. Les plus beaux films sont les films d'aventure, et les plus belles aventures ont lieu au milieu de nulle part, entre Atlantique et Pacifique, sous l'orage diluvien ou le soleil de plomb. Lord Jim, les révoltés du Bounty, Captain Blood. Et il arrive que les rêveurs les plus impénitents réalisent leurs objectifs mieux que les réalistes les plus aguerris. Fin mai 2010, l'enseigne de vaisseau de première classe Michel de l'Archilière passait pour la dernière fois la coupée de la Jeanne d'Arc et commençait sa deuxième vie. Sans se prendre pour Errol Flynn, il avait tout vécu pendant 10 ans à bord du bâtiment école. D'un continent à l'autre, du fracas des rotors à l'exaltation pure devant un rayon de soleil soulignant au loin la courbure du monde. Sans oublier les émouvantes montées aux couleurs, ni les heures d'ennui mortel, ni le rendez-vous des escales. La longue liste des ports où il avait accosté était moins fournie que les sensations qu'il y avait ressenties. Pendant 10 ans, il avait tout vécu en Technicolor, 3D et odorama. Il avait même songé à demander en mariage une vendeuse de cigarettes à Ho Chi Minh Ville, prêt, déjà, à adopter sa fille, qu'il avait tout d'abord pris pour sa petite sœur. Prêt à épouser une belle inconnue souriante sous son chapeau conique. Prêt à étreindre le monde et ses mirages. Quand la Jeanne d'Arc fut définitivement mise au sec, Michel n'envisagea pas de rejoindre un autre navire. Quelque chose de sa jeunesse avait passé, et il était temps pour lui de frotter ses rêves au monde terrestre. Il démissionna de l'armée début juin 2010. Il allait sur ses 30 ans, et lui qui n'avait connu que les délices des amours ultramarines et fugaces, se mit à penser famille.
Sa prochaine aventure serait celle du mariage et de la paternité. C'est avec Isabelle qu'il entreprit cette nouvelle odyssée. Isabelle, à qui il laissa sans état d'âme le commandement du navire, bien conscient que c'était ainsi et pas autrement qu'elle concevait la conduite de leur voyage familial. Final cut au bureau, final cut à la maison. L'amour très sincère qu'ils se vouaient l'un l'autre n'empêchait pas la hiérarchie dans les prises de décision ménagères. Maison non-fumeur, pas plus de 3 enfants, école publique, musique au conservatoire du 15e, vacances au Cap-Nègre et à Nasbinals, voiture Peugeot ou Peugeot, marché rue de la Convention le dimanche matin. Et Michel travaillerait à mi-temps comme comptable dans l'entreprise d'Isabelle, ce qui lui dégagerait du temps pour les enfants. Et pour rêver, espéra-t-il, sans le dire à sa femme. Les travaux de réfection de l'appartement de la rue Balzac avaient pris de retard. Juillet oblige. Et la petite entreprise de rénovation que dirigeait Isabelle s'honorait de tenir ses délais. Elle avait promis la mise au propre pour lundi. Et maintenant, elle était coincée. Elle allait tenir pinceau et rouleau tout le week-end. Michel avait un peu de temps devant lui pour ourdir la première partie de son plan adoption. Bérénice à Nasbinals. Les petites étaient revenues s'asseoir sur leur banc et faisaient défiler au dos de l'appareil les photos qu'elles venaient de prendre. Amandine n'allait pas tarder à réclamer le goûter. Michel anticipa. « Les filles, je passe un coup de fil et on va s'acheter quelque chose à manger. » Elles ne prirent pas la peine de lui répondre et, collées l'une à l'autre, commencèrent une série de selfies avec grimace et duckface. Michel chercha dans son répertoire les coordonnées du père de Bérénice. Il composa le numéro et se leva pour s'éloigner des filles. « Monsieur Jean ? Bonjour, Michel de l'Argilière, le papa d'Amandine, la grande copine de Bérénice. »« Non, non, rassurez-vous, tout va bien et nous sommes ravis, heureux de recevoir votre fille. Pas de souci. » Le ton du père de Bérénice était désagréable, cassant, agressif. Les phrases étaient courtes, à peine articulées. Michel commençait à entrevoir des difficultés. « Qu'elle revienne maintenant ? C'est-à-dire que mon épouse a parlé avec la vôtre, elles ont convenu qu'elle dormirait ce soir chez nous. »« Ah, ça, je ne sais pas. Je pensais que vous étiez au courant. Non, pour nous, vraiment, ça ne pose aucun problème. Bérénice est adorable et les 2 filles s'entendent quasi comme 2 sœurs. » Michel avait lâché le mot que l'autre ne releva pas, tout à sa contrariété de n'avoir pas été tenu au courant par sa femme de l'emploi du temps de sa fille. Michel en profita pour enchaîner. « Et d'ailleurs, je pensais que si avec votre épouse ça pouvait vous il se reprit, vous arranger quelque temps, nous pourrions accueillir Bérénice autant que vous le souhaitez, comme notre propre fille. Il faut bien se donner un coup de main entre parents. Et d'ailleurs, nous pensions déjà l'inviter ce mois d'août. Nous partons comme chaque année en Lozère et... » « Ah, mais non, mais si, je suis sûr que vous... C'était juste pour vendre service et les petites s'entendent vraiment bien. Nous adorons tous Bérénice. C'est une reine. Elles seront dans la même classe l'an prochain, vous savez, et nous habitons à 2 pas du collège. Alors je me disais... » Michel avait écarté le téléphone de son oreille. Monsieur Jean ne parlait plus, il hurlait. Michel entendit les mots police, justice, pervers, voleur, droit, oignon. « Calmez-vous, monsieur Jean. Ne croyez pas que c'était juste pour... » Le père de Bérénice ne voulait pas se calmer. Il réclamait le retour de sa fille chez elle. Chez elle, vous m'entendez ? Chez elle. Dès le soir même. Et Bérénice passera le mois d'août chez ses grands-parents, dans l'Aisne, à la Ferté-Milon. Puis, salut monsieur, bien le bonjour. Très bien, monsieur. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Michel rangea son téléphone dans sa poche et se tourna vers le banc où les filles photographiaient maintenant leurs doigts de pied aux ongles vernis. C'était un fiasco. Il allait falloir leur expliquer que Bérénice devait rentrer chez elle et que peut-être elle ne dormirait plus à la maison. Il ne dirait pas que c'était à cause de son coup de téléphone malheureux. Pour les vacances à Nasbinals, il n'y aurait pas de dégâts puisqu'il avait improvisé l'invitation sur l'instant. Alors donc, le monde n'était pas plastique. On ne pouvait pas ranger les tiroirs n'importe comment. 1 + 1 n'égalait pas 3. Même s'il avait demandé dans les formes, la belle vietnamienne ne lui aurait pas accordé sa main. Raison familiale, raison personnelle, raison de l'argent, du commerce, raison religieuse, idéologique, raison politique, raison d'État, des raisons du rêve,
des raisons de l'espoir, des raisons de l'amour. Il faisait de plus en plus chaud, et la pluie n'était pas pour demain. « Allez, les filles, on va goûter. Direction la boulange. Et puis je ramènerai Bérénice chez elle. »« Mais maman a dit qu'elle pouvait dormir, » s'étonna Amandine. « Je sais, mais c'est comme ça. En route, mauvaise troupe. Un petit coucou au taureau ?» Michel tentait l'autorité pour cacher l'amertume. Il regardait les deux brindilles et ressentait la blessure absurde d'une séparation, la douleur de la fin d'une histoire qui n'avait pas eu lieu. Il leva les yeux vers les taureaux de bronze, à tout jamais immobiles. Les petites ne l'entendirent pas souffler entre ses dents. « Hélas !»